Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans cette bonne vieille ville de Lyon, vous le savez, auquel je suis particulièrement attaché, puisqu'il se trouve que je suis lyonnais. Merci d'être avec nous. On est très heureux d'être reçus ici, dans l'hôtel de ville de Lyon. C'est un écrin magnifique dans lequel va se dérouler notre émission des Clés de la Ville. Nous sommes début de 2024. Vous venez de vous remettre de 15 jours de fête. J'espère que vous êtes bien reposés. Et bien évidemment, pour accompagner cette année 2024, je suis accompagné d'Olivier Marin, rédacteur en chef immobilier au Figaro. Bonjour. Bonjour Sylvain. Et comment ça va Olivier? Très très bien, remis des fêtes également, qui étaient extraordinaires. Et magnifique. En pleine forme. Alors, au sommaire de l'émission, nous avons la chance d'être reçus par le maire de Lyon. Absolument, et on peut dire qu'on est très heureux, évidemment, déjà au nom de Figaro Immobilier et de Radio Imo, de faire cette émission à l'hôtel de ville avec le maire de Lyon, Grégory Doucet. On va l'évoquer dans un instant. On rappelle que c'est la 4e saison des Clés de la Ville. On se plonge au cœur des territoires pour mieux comprendre les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir et toujours le même principe qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et l'on parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce que l'on va voir encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, le témoignage en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette deuxième étape de la saison 4, après Toulouse, après Orléans, eh bien nous sommes donc à Lyon, reçus par notre grand témoin que nous sommes très heureux d'accueillir, Grégory Doucet, maire de Lyon. Bonjour. Bonjour, mais je me permets de vous dire que c'est moi qui vous accueille à l'hôtel de ville aujourd'hui. C'est vrai. Merci beaucoup. Nous sommes donc reçus par notre grand témoin et au programme, nous retrouverons nos partenaires. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons maître Christine Bellon-Besse, notaire à Lyon, vice-présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon. On fera un tour d'horizon, l'évolution des prix et des ventes à Lyon, mais également délivrer des conseils pratiques. Pour la séquence La vie ensemble, eh bien, on recevra Frédéric Marchal, qui est directeur général adjoint Rhône, Bourgogne, Auvergne, Alpes et Est pour le pôle immobilier résidentiel de Nexity. Ce sera l'occasion de faire le point et de prendre le pouls du marché, de l'activité, des projets dans le neuf à l'échelle de Lyon et sa métropole. Et puis la séquence Bien mieux avec notre partenaire Elio pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique. Laurence Maoudot, responsable des marchés publics Elio, Habitat Collectif, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Lyon et des conseils là aussi pratiques pour bien rénover. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Lyon, l'édito, c'est à vous. Les Clés de la Ville. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Merci de nous accueillir en votre ville de Lyon, Monsieur le maire. Un retour donc effectivement pour notre programme des Clés de la Ville après notre passage en octobre 2020. Vous étiez à l'époque la 2e étape du tout jeune programme des Clés de la Ville. Nous voici de retour pour un 32e déplacement, un 3e pour cette 4e saison. Alors c'est un retour qui me ravit personnellement, déjà parce qu'un certain Sylvain Lévy-Valency est né à quelques kilomètres seulement au mois de juin d'une certaine année du XXe siècle que je me garderai de communiquer, mais aussi parce que j'ai depuis Faites attention à vous, je vous le dis tout de suite. J'ai depuis quelques années maintenant des attaches familiales dans votre ville, et donc c'est une ville que j'ai appris à découvrir et à apprécier. Monsieur le maire, je vais éviter de calquer mon édito sur celui de l'émission Quotidien d'il y a quelques jours, dans lequel on dit que le Lyonnais a des habitudes bizarres, qu'il voit des animaux au parc de la Tête d'Or et qu'il mange une cuisine qui ne respecte absolument pas le sacro-saint précepte des 5 fruits et légumes par jour. Sachez que je me suis tout de même amusé à regarder le débrief de cette émission sur des forums de Lyonnais et les discussions les plus vives concernaient la place de Lyon au classement des plus grandes villes de France. C'est vrai qu'on avait pris l'habitude de parler de Lyon comme la 2e plus grande ville de France. Elle est en tout cas 3e en nombre d'habitants puisqu'elle se situe derrière Paris et Marseille.
Si j'étais mesquin, je dirais même que si on se réfère au classement de la Ligue 1, ce serait encore pire, mais ce serait faire une petite pique gratuite et ce n'est pas l'endroit pour. Ce que l'on ne peut enlever à Lyon, c'est son célèbre titre de capitale des Gaules. Ce terme prestigieux qui a traversé les siècles est à l'origine décerné à la ville en 123 avant Jésus-Christ. La ville s'appelle alors Lugdunum. Elle est fondée en 42 avant Jésus-Christ en haut de la colline de Fourvière et occupe une position centrale et stratégique en Gaule. Elle est au confluent du Rhône et de la Saône, proche de l'équivalent de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Italie, et elle est au carrefour entre le nord et la Méditerranée. Au fil du temps, Lyon, Lugdunum, devient la plus grande ville de la Gaule et point central des affaires économiques, religieuses, industrielles et politiques du pays. Lugdunum était la capitale, elle hébergeait le sanctuaire fédéral des 3 Gaules impériales où les représentants des 60 nations gauloises se retrouvaient chaque année pour marquer leur soumission à l'empereur et transmettre leurs doléances, d'où son titre de capitale des Gaules. Un destin donc national qui aurait pu s'ancrer définitivement dans le temps. C'est vrai, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Lyon n'est pas resté capitale de la France ? Alors en fait, ce sont des querelles politiques et de succession qui mèneront à la bataille de Lugdunum en 197 et le sac de la ville par les troupes vainqueurs. La cité ne s'en remettra jamais et des quartiers entiers sont progressivement vidés et abandonnés. En 297, Lugdunum perd son statut et passera sous contrôle burgonde en 460, tandis qu'un autre peuple, un peu plus au nord, proclame quelque temps après Paris comme capitale des Francs. Voilà, l'histoire est ainsi en marche. De Lugdunum, le nom de la cité passe à Lugdon, puis Luon, avant de devenir Lyon au XIIIe siècle environ, un nom qui vient du celte, il signifie ville sacrée. Cette dimension sacrée, elle s'accélère au Moyen-Âge quand le roi de France octroie en 1320 le droit aux bourgeois lyonnais de se constituer en consulat. En s'imposant progressivement face aux différents évêques, le consulat va alors permettre l'émergence d'une culture historique, l'affirmation d'une origine prestigieuse et la construction d'une renommée urbaine. On mentionne les origines antiques de Lyon que l'on revendique, et parce que le religieux n'est jamais loin du sacré, on met en avant la sainteté de la ville. Lyon se transforme petit à petit en presque reliquaire vivant. Judaïsme, protestantisme, catholicisme, la ville de Lyon connaît de nombreuses influences et son patrimoine religieux s'en ressent aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit que Lyon était la capitale des Gaules. Est-ce que vous saviez que Lyon était aussi la capitale des Gueules ? Alors, c'est un titre honorifique qui définit aussi l'identité gastronomique lyonnaise, un qualificatif qui fait référence aux choses de la gueule, nourriture. On ne dit pas la gueule à Lyon, on dit les gueules. Gueule. Moi, je ne suis pas lyonnais encore. Pas lyonnais, c'est vrai. J'ai pas l'accent. Donc les choses de la gueule, la nourriture et les boissons, au fait d'être porté sur la gueule, être à la recherche des plaisirs de la table, mais aussi être une fine gueule, donc un gourmet. Bref, une belle description de la gastronomie lyonnaise. Lyon devient même capitale mondiale de la gastronomie en 1935 sur l'impulsion d'un grand critique culinaire de l'époque, Kurnonski. Lyon est une ville de caractère. À ce titre, je mentionnerai sa dimension sportive, une dimension ancrée dans son ADN. Et d'ailleurs, la plus ancienne association sportive lyonnaise, toujours active, remonte à 1430, date à laquelle la Compagnie des Archers de Lyon est fondée. Olympique Lyonnais en football, Asvel en basket, Loup en rugby, FC Lyon hockey en hockey sur gazon, quand même 13 titres, hein, c'est important. Les récompenses sont légion et participent à la renommée de votre ville. Enfin, monsieur le maire, je me dois de vous dire que Lyon est une ville verte, alors pas seulement par votre présence à sa tête, mais parce que 40% du territoire de la métropole de Lyon est constitué d'espaces verts. C'est assez rare dans les métropoles de France pour être souligné. Parc de la Tête d'Or, le fameux où l'on peut voir des girafes, parc de Paris, parc de la Croix-Laval, parc de Blandan, la liste est longue et appréciée de la population. Merci donc de nous accueillir dans votre bonne vieille ville, monsieur le maire. En préparant cette émission, nous avons eu hâte de vous laisser la parole et que vous nous racontiez votre ville, son présent, son futur. On a presque eu envie d'y vivre ou d'y revivre pour certains. En ce qui me concerne, j'ai désormais la preuve familiale qu'on y vit bien. Mais bon, comme dirait Guignol, tout le monde n'y peut pas être de Lyon. Alors à tous, bonne émission et bienvenue à Lyon. Bravo Grégoire. C'est bien Grégoire. Merci Sylvain. Merci. Beau parcours dans l'histoire de la ville, merci beaucoup. Quelques mots peut-être sur l'édito de Grégoire, monsieur le maire. Vous avez remarquablement illustré justement l'histoire de la ville. Enfin, 2000 ans d'histoire, forcément, ça dit quelque chose de notre ville. D'abord, ça crée un attachement très très fort des Lyonnaises et des Lyonnais à leur patrimoine, c'est certain, avec une particularité architecturale, urbanistique de cette histoire. Vous ne l'avez pas mentionné dans votre édito, mais
je crois que ça vaut la peine de le rappeler que la ville, effectivement, s'est construite d'abord sur le site de Lugdunum, donc sur une colline, la colline de Fourvière aujourd'hui, puis petit à petit descendue sur les pentes pour rejoindre la Saône. La ville, c'est au moment de la Renaissance, la ville, on va dire, s'est établie. Les banquiers, les fameux banquiers florentins qui sont arrivés et qui ont fait la richesse à l'époque de la ville, notamment architecturale, avec des pavillons de l'époque Renaissance absolument magnifiques encore aujourd'hui. D'ailleurs, le musée Gadagne, qui est le musée d'histoire de la ville, se trouve dans l'un des plus beaux bâtiments du Vieux-Lyon. Et puis après, la ville continue son développement, traverse la Saône, arrive sur ce qu'on appelle aujourd'hui la presqu'île. Et puis, ça va être notamment au 19e siècle, on va voir arriver énormément de ces bâtiments. Si on était à Paris, on appellerait ça le style haussmannien, mais à Lyon, on appelle ça le style du préfet Weiss, qui est celui qui, à l'époque, au 19e siècle, a notamment beaucoup travaillé sur l'urbanisme de la ville. Et puis ensuite, la ville traverse le Rhône, donc continue sa progression vers l'est. Vous savez que le Rhône, pendant très longtemps, était la frontière de la ville. Pendant très longtemps, il n'y avait qu'un seul pont pour traverser le Rhône, le pont de la Guillotière. Et puis ensuite, donc, au XIXe siècle, la ville se déploie vraiment à l'est. Et depuis, la ville s'est énormément construite sur l'est. Donc on peut lire l'histoire architecturale bien sûr de la ville en promenant son regard comme ça, ou pas que son regard, bien évidemment, en se promenant pour de vrai, d'ouest en est, et découvrir les différentes périodes qui font la richesse architecturale de la ville. Avec, quand on arrive totalement à l'est de la ville, quand on arrive dans les quartiers qui ont été élaboré par Tony Garnier, l'un des grands architectes de la ville au XXe siècle, eh bien voilà, on arrive sur, non pas la fin du patrimoine, parce que la ville, elle continue de se construire. C'est pas au public qui est là que je vais dire l'inverse, et c'est pas à vous non plus, bien sûr. Cette histoire, ce patrimoine architectural, il est pas simplement vivant parce qu'on fait en sorte qu'il soit encore en bon état, mais il est vivant parce qu'il continue de s'élaborer. Mais il y a véritablement cette lecture d'ouest en est qui est très intéressante à faire quand on veut bien s'approprier ce qu'est l'histoire architecturale de la ville. On voulait vous faire plaisir et vous offrir un joli reportage qui a été tourné sur cette ville. Je suis ravi que vous nous disiez tous ces mots, puisque c'est exactement le déroulé du reportage et des images que nous avons tournées. La preuve en images, pour vous, c'est le reportage. Bienvenue dans les Clés de la Ville, votre rendez-vous mensuel pour explorer les trésors de nos cités. Ce mois-ci, plongeons dans l'histoire captivante de Lyon, une ville qui a évolué au fil des décennies, des ruelles médiévales aux quartiers modernes. Chaque coin dévoile une histoire unique. Explorez avec nous les particularités qui font de Lyon un joyau urbain, des rives animées du Rhône aux douces méandres de la Saône. Dans les rues vivantes, partons à la découverte des traboules qui peuplent la ville, renfermant anecdotes et mystères. Laissez-vous tenter par la délicieuse cuisine locale et bien sûr, goûtez aux fameux bouchons qui font la renommée de Lyon, comme un clin d'œil à l'héritage culinaire de Paul Bocuse. Nous avons rencontré un homme qui incarne la mémoire vivante de Lyon, Bruno Benoît, historien émérite et le gardien des récits et des trésors de cette ville. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de l'espace Signature de Lyon, un lieu prestigieux en plein cœur de la cité, dédié au travail flexible et au partage de bureaux, avec ses salles de réunion, ses espaces collaboratifs et ses bureaux haut de gamme. Cet espace offre bien plus qu'un simple lieu de travail. Cette ville est une ville tout à fait particulière. L'histoire de Lyon, elle commence en moins 43 avant Jésus-Christ, quand un lieutenant de Jules César, de la fameuse guerre des Gaules, est chassé avec ses vétérans. Les vétérans sont les anciens soldats, et ils sont chassés de la ville de Vienne, qui était la grande ville romaine jusque-là, et qui remontent, au lieu d'aller vers le sud, qui était déjà bien romanisé, ils vont vers le nord, et ils rencontrent cette fameuse confluence, et ces collines, la colline de la Croix-Rousse et de Fourvière, qui vont être en quelque sorte le cœur de leur implantation.
Il est évident que la confluence qui se faisait à l'époque à la place des terreaux, donc pas du tout où elle est aujourd'hui, mais beaucoup plus au sud, créait pour les Romains qui regardaient vers l'Italie, quand même vers Rome, une possibilité de navigation. Ils vont davantage s'installer sur la colline de ce qu'on appellera Fourvière, et c'est là qu'ils vont faire le forum, c'est-à-dire la place publique romaine avec les temples aux dieux et à l'empereur. Et c'est de cette colline qu'il y aura en quelque sorte le début de l'implantation et les Romains glisseront vers la Saône. Le monument qui incarne l'identité de Lyon, c'est l'hôtel de ville, Place des Terreaux. Magnifique hôtel de ville de style Louis XIII. Ça, c'est l'incarnation de l'identité lyonnaise. Le monument le plus connu, celui qui est le plus représenté, c'est Fourvière. Cette basilique, construite en 1896, en hommage aux vœux que les Lyonnais ont fait à la Vierge pour que les Prussiens n'arrivent pas à Lyon. Et c'est l'époque aussi où il faut reconquérir un peu le peuple, qui a un peu délaissé Dieu. Donc on essaye de reconquérir par des constructions qui se voient. Et c'est vrai que Fourvière, on le voit. Mais la place Bellecour, c'est une place qui a plusieurs dimensions. D'abord, c'est une place que Louis XIV a imposé que rien ne soit construit. C'est une place qui est un poumon. On fait des défilés militaires, on fait des parades, ou c'est une place où on donne à voir. L'histoire de Lyon, c'est aussi sa gastronomie. Ludovic Campus, le patron du Bouchon Lyonnais des Cordeliers et membre actif de l'association des Bouchons Lyonnais, nous dévoile les saveurs et l'authenticité de son établissement avec son associé, le chef Cédric Garin. Il nous invite à découvrir comment l'histoire de Lyon se déguste aussi à travers le prisme délicieux des bouchons. Une cuisine authentique, une cuisine traditionnelle, une responsabilité puisqu'il faut perpétuer ces traditions, respecter les recettes historiques qu'on partage aujourd'hui avec nos clients. On dit souvent que Lyon est la capitale de la gastronomie. Dans l'inconscient collectif, c'est vrai que le Bouchon lyonnais fait partie de l'ADN de la ville. Ça fait partie du passage obligé quand on est à Lyon. Vous serez bien accueillis, vous mangerez simplement, vous en aurez pour votre argent et vous repartirez avec le sourire. Le label Les Bouchons lyonnais a été créé par l'Office du tourisme il y a une douzaine d'années. Quand vous retrouverez ce logo qui est le logo officiel de l'association. Et donc vous aurez la chance de passer un beau moment dans cet établissement authentique. Pour clore, plongeons dans le marché de l'immobilier avec nos partenaires, les notaires de France et leurs représentantes pour ce reportage, Maître Jacquemin Van Gorp, avant d'approfondir davantage avec Maître Bellon-Besse pour nous éclairer sur ces tendances et évolutions passionnantes. En termes immobiliers, mais je pense que la ville de Lyon se projette très bien dans le futur, dans le sens où c'était une ville qui a toujours été attractive. Mais Lyon a cet atout à la fois de situation de la ville par rapport à sa proximité, ce que je disais tout à l'heure, avec la montagne, avec la mer, cette culture qui existe à Lyon. On a vraiment beaucoup de théâtres, de théâtres qui soient petits, gros. On a quand même eu beaucoup de comiques qui s'en sont révélés à Lyon, des femmes notamment. On a une maison de la danse, un opéra, on a un certain nombre de choses sur un plan culturel. On a aussi de très belles écoles, de très belles facultés. Donc ça, c'est aussi important pour des gens qui ont des futurs étudiants qui puissent aussi rester à Lyon et faire leurs études à Lyon. Et puis, on a des entreprises, on a un bassin d'emploi qui est très intéressant. Et puis, on a un patrimoine quand même au niveau culturel. Donc, il y a vraiment il y a de quoi faire. On a un beau terrain de jeu sur l'immobilier à Lyon. Notre périple à travers Lyon nous dévoile une cité aux multiples visages, oscillant entre ruelles chargées d'histoire et quartiers modernes en constante transformation. Chaque coin de la ville, imprégné d'une essence unique, témoigne d'une richesse culturelle qui transcende les époques. Lyon, ville des Lumières, continue de captiver par son dynamisme et sa diversité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des clés de la ville.
Voilà, ce reportage a été signé Alexandre Burkhardt, merci à lui, un fabuleux reportage, et vous l'avez vu, nous souhaiterions dédier cette émission à Gérard Collomb. Et je vous en remercie. Voilà. Et je trouve que les images que l'on a vues dans le reportage, dans l'incarnation du maire qu'il a été, est tout à fait adaptée. Voilà, tout à fait. Et je vous remercie de cet hommage à Gérard Collomb. Gérard Collomb a effectivement été l'un des grands maires de cette ville. Il a contribué à sa transformation. On aura sans doute l'occasion d'y revenir au cours de l'émission, mais que ce soit sur les quartiers de la Part-Dieu, de la Confluence, mais plus largement. Et son héritage est extrêmement important. Et moi, je me réjouis en fait de pouvoir m'appuyer aussi sur cet héritage pour continuer la transformation de la ville qu'il avait pu commencer. Merci en tout cas de nous recevoir. On va enchaîner tout de suite avec cette première partie, avec les questions pour le maire, mais je souhaitais aussi faire un petit clin d'œil à une personne qui est dans la salle et s'il nous écoute, c'est le général Daricot. Merci aussi à lui de nous avoir... Et on le salue avec beaucoup de plaisir. Merci. Monsieur le maire, vous n'êtes pas sans savoir que le pays entier, on peut même dire en Europe, connaît une crise sans précédent de l'habitat, du logement. On peut dire de l'immobilier, mais globalement, on voit bien que la ville, dans ses défis urbains, fait face à un enjeu que moi je qualifie de transition anthropologique. Il y a une vraie révolution des usages, une explosion démographique, non pas par le nombre, mais par l'usage, notamment les phénomènes de décohabitation qui ont fait doubler la demande de logement, des problématiques d'accès à la propriété. On arrive à la propriété de plus en plus tard. Et la France a inventé le droit de propriété moderne, il faut le dire. Et les Français, à 87%, y sont très attachés. Chute dramatique dans votre région de construction de logements neufs. Difficulté d'accession au crédit. Bref, c'est une triple peine pour les Français. C'est une triple peine pour les Lyonnais qui peinent à trouver du logement. Lyon affirme son ambition sur la question et je dois saluer véritablement, et nous on a l'expérience avec Olivier Marin, du courage politique que vous avez avec la mise en œuvre. On l'a découvert lorsqu'on a préparé cette émission. Vous souhaitez faire face vent debout à cette crise en matière de logement social et abordable. Aide de 500 000 € pour accompagner les propriétaires de logements vacants à remettre sur le marché des logements rénovés et conventionnés. Mesure extrêmement courageuse. De la ville. Oui, et rare. Rare. Je crois même d'ailleurs que c'est la seule ville qui a pris cette ambition. Révision du barème des subventions à destination des bailleurs sociaux et d'une aide exceptionnelle, avec un objectif d'accompagner et de permettre la sortie d'opérations comportant du logement sociable et abordable et répondre aux besoins de logement sur la ville. Dites-nous en quelques mots, quelle est votre vision, monsieur le maire, de cette problématique, en sachant que, vous le savez, il est probable que dans les urnes en 2026 et en 2027, les conquêtes se feront certainement sur la question de l'habitat et du logement. Tout le laisse le supposer. Comment en est-on arrivé là ? Alors, d'abord, pour réagir tout de suite à votre dernière remarque, pour moi, ce n'est pas le sujet. La vraie question, c'est effectivement comment peut-on faire aujourd'hui pour que les Lyonnaises, les Lyonnais, mais aussi les gens qui souhaitent pouvoir s'installer dans notre ville, et ils sont nombreux, puissent trouver de quoi se loger de manière abordable, mais surtout en offrant une qualité d'habiter qui est importante. Voilà. Si je devais résumer l'objectif, je dirais c'est ça. Après, vous l'avez rappelé, on est dans un contexte sans précédent. Les taux d'intérêt ont augmenté depuis maintenant plusieurs années, progressivement, mais ont atteint des taux, enfin des niveaux qui font que... On est passé de 1 à 4% en l'espace de 2 ans. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour des ménages d'accéder à un prêt, parce que les banques ont aussi resserré l'accès à un crédit en étant plus exigeants sur les conditions d'accès au crédit. Et puis le coût de l'argent étant aujourd'hui bien plus élevé qu'il y a quelques années, de fait, plus compliqué pour les ménages d'emprunter. Ça, c'est un phénomène majeur qui ne touche pas uniquement la région lyonnaise ou même la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais l'ensemble du pays, vous l'avez rappelé même, c'est l'Europe entière qui est concernée. Et puis, depuis le début de la guerre
en Ukraine. On ignorait à l'époque que autant de choses dépendaient de l'Ukraine. Mais on s'est rendu compte petit à petit que les produits alimentaires ou tous les matériaux de construction utiles pour les professionnels, finalement, avaient un lien plus ou moins ténu avec ce pays. Résultat, le coût des matériaux de construction a considérablement augmenté. Donc, un crédit plus cher, des matériaux de construction plus chers, et vous avez comme ça un secteur de la construction, enfin un secteur immobilier, qui est en grande difficulté. Le rôle des collectivités locales, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'objectif que l'on s'est donné, je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc dans ce contexte, que fait-on? Eh bien, on va activer tous les leviers que nous avons à notre disposition pour essayer de fluidifier, pour essayer d'encourager, pour essayer d'inverser la tendance. Alors, vous avez donné 2 exemples, j'y reviendrai, mais d'abord, rappeler aussi les fondamentaux. C'est que depuis le début de cette mandature, on a souhaité investir massivement, notamment dans le logement social, parce que la ville de Lyon, en 2020, quand j'ai pris mes responsabilités, était déjà sur une tendance, on va dire, une bonne tendance, puisque mon prédécesseur avait fait d'énormes efforts au cours de ces 3 mandats pour augmenter la part de logement social dans la ville. On était à un peu moins on était autour de 22%. Aujourd'hui, on est à 23% de logement social sur la ville. Donc, on est encore en deçà du niveau qui est fixé par la loi SRU. 25. Notre objectif, c'est d'atteindre ces 25%. Alors, quand on a fixé l'objectif d'atteindre des 25% au début de la mandature, on n'était pas à ce moment-là encore dans cette crise généralisée. Donc, on n'avait pas actionné encore tous les leviers, j'y reviendrai. Mais en tout cas, cet objectif, on souhaite l'atteindre et on va l'atteindre. Si ce n'est pas en 2026, ça sera peut-être en 27 ou en 28, on verra. Mais ce qui veut dire qu'on avait déjà inscrit dans nos investissements au début de la mandature 34 millions d'euros. Donc, on avait augmenté la part d'investissement prévue dans le logement social. Et très récemment, pour booster, compte tenu de la crise, l'investissement dans le logement social, on a révisé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les barèmes d'investissement de la ville dans le logement social, pour s'autoriser à aller plus loin dans le soutien aux bailleurs sociaux pour la construction de logements sociaux. Parce que les bailleurs sociaux se retrouvent au milieu de cette tempête, de cette crise immobilière, comme tous les autres acteurs, avec des difficultés importantes pour pouvoir sortir des opérations. Ils sont moins touchés par, bien évidemment, les taux d'intérêt qui ont augmenté, mais ils sont touchés directement par le prix des matériaux, assurément. C'est très clair. Alors, juste, vous avez évoqué un autre point qui est celui de la rénovation des bâtiments, enfin des appartements. Les logements vacants. Et les logements vacants, on va y revenir, mais moi, mon rôle, c'est de faire en sorte de fluidifier le marché, faire en sorte que les logements ne restent pas vacants et puissent être disponibles. Donc, avant même de voter récemment cette mesure exceptionnelle, donc d'un budget de 500 000 € pour aider les propriétaires à rénover des appartements qui, en gros, sont pas dignes parce que, vous savez, quand on est sur des niveaux G... voilà, qui serait d'ailleurs impropre à la location, conformément à la loi climat et résilience. Exactement. Donc, on ne peut pas laisser des logements qui sont là, qui existent, mais dans des états pareils. Donc, il y a déjà des aides qui existent pour l'isolation thermique des bâtiments, mais ça ne suffit pas. Donc, la ville, en plus des aides de la métropole de Lyon pour la rénovation thermique des bâtiments, a donc mis en place ce budget qui vient aider les propriétaires d'appartements à rénover. Considérable. Oui, c'est considérable, bien sûr. Après, pour tout vous dire, on vient de le mettre en place. Donc, notre enjeu, maintenant, là, à très court terme, c'est de rendre connu ce dispositif pour que les propriétaires l'utilisent. Nous, on veut que ça serve, bien évidemment, ce budget. Alors, justement, pour poursuivre dans ces aides, à la fois sur la construction, on voit d'ailleurs avec Sylvain fleurir dans beaucoup de villes de France des chartes locales sur la qualité de la construction. Ça, on le voit de plus en plus. Des chartes qui incitent à construire de façon plus vertueuse au niveau des matériaux, notamment biosourcés, géosourcés, des espaces partagés, la végétalisation. Des chartes qui n'ont pas de valeur légale, mais qui donnent un cap, qui donnent en fait une orientation. Alors, charte pour la qualité de la construction à Nancy, label bâtiment frugal à Bordeaux, bâtir ensemble à Nice. De plus en plus de concertation aussi en amont entre les élus, les architectes, les promoteurs, les aménageurs et les habitants. Ce sont des chartes qui préconisent de bonnes pratiques en fait dans l'acte de construire.
À Lyon, vous avez un outil, c'est l'atelier préalable de la ville de Lyon qui accompagne depuis une vingtaine d'années les promoteurs, les bailleurs, les architectes et les paysagistes en amont du dépôt des permis de construire. Je crois qu'il y a une centaine de dossiers qui sont étudiés par an. Ce dialogue, il a pour but de fiabiliser en fait les projets. L'an dernier, vous êtes allé encore plus loin en faisant de la charte existante un outil qui accompagne les maîtres d'ouvrage sur le volet environnemental pour que chaque bâtiment participe à la transition écologique. Alors, répondre aux besoins en logement, au confort des habitants, tout en préservant l'environnement, comment ça se traduit, ce travail collectif, et surtout, comment on fait accepter la densité? Alors, vous avez utilisé un mot qui est clé, c'est le travail collectif. Voilà. Et pour le coup, qui correspond bien à l'esprit dans lequel, c'est pas simplement depuis 2020, depuis mon élection, hein, on travaille à Lyon. Voilà. On a toujours eu à cœur ici de faire les choses ensemble. Parce que même si c'est le maire qui signe les PC, hein, les permis de construire, il n'est pas le seul à être aux commandes de la fabrique de la ville. La fabrique de la ville, c'est un travail collégial, collectif, qui se fait parce qu'il y a des porteurs de projets, parce qu'il y a des architectes qui ont des idées, des promoteurs qui ont envie de les réaliser, parce qu'il y a des attentes de la population, bien évidemment, qu'il faut entendre, qu'il faut traduire dans cette conception, dans cette fabrique de la ville. Donc c'est pour ça qu'on avait mis en place, historiquement depuis très longtemps, hein, ces fameux ateliers préalables auxquels vous faisiez référence, parce qu'on voulait le plus en amont possible travailler avec les porteurs de projets pour qu'ils puissent intégrer pas simplement les desiderata de la ville, mais aussi les attentes de la population, les interroger. Hein. Vous savez comme moi que parfois être un peu titillé, être un peu challengé, ça permet de faire du mieux, de progresser sur un certain nombre de chantiers. Donc c'est ce qui se passe dans les ateliers préalables. Mais aussi pour donner, on va dire, un cap, un cadre, on a aussi à Lyon élaboré une charte de la qualité urbaine, paysagère, architecturale, parce que quand on est j'allais dire, au pilotage de la fabrique de la ville, c'est mon cas, on doit penser l'habitat, mais aussi comment l'habitat s'intègre dans un cadre de vie. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la qualité de la vie au quotidien pour les Lyonnaises et les Lyonnais. C'est cette articulation entre la qualité du logement, la qualité des espaces publics, la qualité des équipements publics aussi. Ça, c'est un point aussi qui m'est particulièrement cher. On y reviendra peut-être, mais Lyon souffrait d'un déficit d'équipements publics et souffre encore, hein, parce que même si on investit massivement, ça ne suffit pas, mais d'un certain nombre d'équipements publics. Je pense par exemple aux piscines. Là, on est en train de construire une nouvelle piscine parce qu'il y a des attentes. Voilà. Mais dans la mouture justement des outils que vous mettez en place, avec la métropole de Lyon, la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne, vous venez de lancer une société publique locale, une SPL, la SPL MELAC. Absolument. C'est quoi son objectif ? Son objectif, justement, c'est de pouvoir réaliser des équipements publics qui correspondent à des attentes de la population, bien évidemment. Et avec la ville de Villeurbanne, la métropole de Lyon et la ville de Lyon, on a de ce fait un outil supplémentaire pour agir. Je vous disais tout à l'heure, dans cette crise immobilière, on active tous les leviers qui sont à notre disposition. Et bien, on va même créer des leviers supplémentaires. Voilà. Parce que si on veut pouvoir répondre aux enjeux, on a nos budgets, nos décisions politiques, mais il nous faut aussi derrière des outils, des moyens pour pouvoir les déployer. Bien sûr. Donc, alors, la SPL MELAC, c'est une réponse, notamment pour réaliser des équipements publics. On a par le passé aussi fait appel à une autre SPL, la SPL OSE, notamment pour la rénovation thermique, de la rénovation de bâtiments. Nous, à la ville, on a utilisé la SPL OSE pour la rénovation de 3 groupes scolaires, par exemple. Donc, cela vient en plus de nos capacités en propre, avec nos services, avec nos équipes qui peuvent réaliser des opérations. Et on s'appuie aussi, bien sûr, sur les capacités de faire des bailleurs sociaux. Quand on parlait tout à l'heure des investissements qu'on réalise dans le logement social, ils ne sont pas réalisés propres par la ville de Lyon, mais ils se font à travers les bailleurs sociaux. C'est vrai que c'était l'objectif de pallier le manque de logements neufs. Je rappelle la proportion. Hein. La métropole, c'est 61%, la ville de Lyon, c'est 31%, et la ville de Villeurbanne, 8%. Dans la SPL MELAC. Dans la SPL MELAC, pardon.
En matière de logement, d'accès au logement, alors beaucoup souhaitent accéder à la propriété, d'autres simplement pouvoir trouver une location. Je regardais à Lyon sur le site Figaro Immobilier et je regardais aussi sur Se Loger, sur d'autres sites. Typiquement sur Figaro Immobilier, 3000 annonces de biens à la vente, location 319. Il y a un gap absolument énorme, je crois que ça se produit partout en ce moment. Alors beaucoup aussi de locations classiques, traditionnelles ou en meublé sont partis sur Airbnb. Enfin bon. On pense notamment, évidemment, les difficultés de se loger. On pense aux étudiants, bien sûr, qui ont de plus en plus de difficultés à trouver un logement. Alors à Lyon, comme à Villeurbanne, les loyers sont encadrés. C'est une expérimentation depuis 2021. Alors, monsieur le maire, avec le recul, êtes-vous satisfait, favorable à la reconduction du dispositif? Certains disent que ça a un effet pervers, en fait, que ça se retourne finalement contre le locataire, qu'il y a de moins en moins justement de location, et que certains sont partis à cause de ça sur Airbnb ou d'autres sites de location touristique ou désinvestis. Donc réduction du volume de propositions à la location qui crée un boulot. Est-ce que cet encadrement des loyers, est-ce que pour vous, qu'il aurait des effets pervers, ou grâce à lui, est-ce que c'est la fin de la flambée des prix, ce qui était l'ambition initiale? Quels sont les premiers résultats, si vous en avez? D'abord, revenir quand même sur le contexte, si vous me le permettez, parce que on a ouvert l'émission sur ce point-là. On est dans une crise immobilière. Donc, on pourrait se contenter, en tant que collectivité locale, d'attendre que ça passe et de se dire, bon, bah, les crises, ça va, ça vient, il y a un moment, ça va repartir. Non, c'est pas ma façon de faire. On a parlé d'un certain nombre de mesures qui visent à inverser la tendance et à surtout permettre à celles et ceux qui aujourd'hui sont les premières victimes de cette crise immobilière d'avoir des réponses. Voilà. Ce que je suis en train de vous dire clairement, c'est que je suis déterminé à apporter des réponses sur l'ensemble des phénomènes qui sont des causes ou des conséquences de cette crise. Alors, j'ai pas la main sur les taux d'intérêt, ça vous le savez. Hein. Bon, j'ai pas la main non plus sur le prix des matériaux, encore que, en facilitant l'émergence d'un certain nombre de filières, notamment de matériaux biosourcés ou géosourcés, grâce aux investissements publics, eh bien, on agit aussi sur les filières d'approvisionnement pour les matériaux. Mais voilà, sans aller plus loin, sur les questions que vous me posez, il faut du volontarisme. Pour moi, c'est déterminant. Donc oui, on a mis en place l'encadrement des loyers et on voit des résultats qui sont aujourd'hui encourageants, avec des loyers qui sont contenus, voire qui ont commencé à baisser. Il y avait beaucoup d'excès avant, c'est ça que vous voulez dire en fait? Oui. Il y avait beaucoup d'excès et la contrainte qu'on a mise sur les loyers visait à mettre un peu de régulation dans tout ça. Mais ce n'est qu'un levier. Il y en a d'autres que nous avons actionnés. On a eu aussi une action extrêmement volontariste sur les meublés de tourisme. Parce que Lyon est une ville magnifique, on l'a vu dans votre reportage. Lyon est une ville que beaucoup de gens ont envie de venir visiter. Et je m'en réjouis en tant que maire, bien évidemment. Pour autant, l'effet pervers du développement des meublés de tourisme, on le connaît sur l'offre locative. Donc il faut pouvoir maîtriser tout ça. Voilà. Et notamment, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus. Il y a un cadre réglementaire qui existe. Donc on a mis en place... Comme celui de Paris, vous avez limité les nuitées sur le Airbnb à 120 nuitées. Il y a le cadre réglementaire, mais pour que le cadre réglementaire puisse jouer son rôle, il faut qu'il y ait des contrôles. Voilà. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc on a renforcé les moyens de contrôle de manière à ce que ce cadre réglementaire il fasse son œuvre. Et de ce fait, on a vu se réduire l'offre de meublés de tourisme. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus avoir accès aux plateformes, etc. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a moins d'abus. Il y a des gens qui dépassaient très très largement le nombre de jours autorisés, donc ça c'est terminé. On a même été, je tiens à le dire ici, on a même été jusqu'à poursuivre des gens au tribunal parce que certains étaient véritablement dans des situations d'abus total. Et de cette manière-là, eh bien, on remet en circulation un certain nombre de logements qui étaient devenus des hôtels déguisés, soyons clairs. Donc, tous ces leviers, on les actionne. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aide à la rénovation des appartements pour les propriétaires qui ont 1 ou 2 appartements en plus, ça contribue aussi à fluidifier le marché parce que quand vous pouvez rénover votre appartement, votre résidence secondaire par exemple, et que vous pouvez la remettre sur le marché parce qu'elle est en état
eh bien, d'être loués, eh bien, ça fluidifie le marché. Donc tous ces éléments-là, mis bout à bout, permettent... Sur l'encadrement des loyers, la réponse c'est est-ce que ça a fonctionné? Aujourd'hui, est-ce que vous avez des chiffres? Vous avez des chiffres à nous communiquer? Je vous ai dit que c'était encourageant, qu'on a vu des baisses de loyers. Alors je pourrais vous ressortir les chiffres, mais de 3 à 4% sur certaines zones. Donc c'est plutôt encourageant. Ça permet à des ménages qui sont en recherche d'un logement abordable de pouvoir plus facilement se loger. C'est aussi l'un des objectifs. Il faut que le marché, il soit le plus diversifié possible. Que des gens souhaitent acquérir ou louer des appartements de standing, des très grands, très beaux appartements, c'est très important. Mais il faut aussi que des ménages plus modestes puissent aussi se loger. Vous savez, si on veut pouvoir aujourd'hui avoir des agents du service public, de tous les services publics, pas simplement ceux de la ville, mais de la métropole, de l'État, et je pense aussi bien à des policiers nationaux que des infirmières, que des agents de la ville de Lyon. Si on veut que ces services publics soient rendus dans la ville, et on en a besoin, hein, même si on est sorti de la crise Covid, on sait à quel point on a besoin d'avoir des agents publics. Eh bien, elles-mêmes doivent pouvoir se loger, alors pas nécessairement qu'à Lyon, mais en tout cas sur le territoire de la ville le territoire de la métropole, pour pouvoir ensuite simplement prendre leurs fonctions à des horaires standards. Et pour ça, on a besoin de faciliter l'accès à du logement abordable. Merci beaucoup, monsieur le maire. Une dernière question avant de commencer nos interventions, et merci d'être avec nous. La transition écologique, non seulement c'est une prise de conscience, mais c'est aussi un engagement. Vous souhaitez faire de Lyon un modèle de ville décarbonée à horizon 2030. Lyon est engagé dans cette transition écologique. Donner l'exemple en matière d'économie sur le chauffage, faire preuve de solidarité énergétique, de bonnes pratiques de travaux, d'éclairage urbain. Alors vous avez mené des expériences d'interruption sur l'éclairage public dans certains quartiers, vous n'avez pas pérennisé, vous avez maintenu en l'état la fête des Lumières. Quel bilan énergétique, même si on a utilisé des LED et de la modulation, où est-ce que vous en êtes et comment ça se concrétise à Lyon? Il y a deux volets. Hein, quand on parle de transition écologique et dans les différents exemples que vous avez donnés, on voit qu'il y a deux volets. Il y a la question de l'énergie, il y a aussi la question des émissions de CO2, de carbone. Oui. Bon. Sur la question de l'énergie, vous vous souvenez qu'à la faveur de l'appel du président de la République l'année dernière, qui nous disait il faut rentrer dans une période de sobriété, on avait bien évidemment répondu présent, parce que d'abord on avait déjà engagé un certain nombre de mesures, mais on a accéléré sur le champ de la sobriété. Vous avez donné quelques exemples sur l'éclairage, notamment en rappelant qu'on avait effectivement testé une interruption de l'éclairage en plein cœur de la nuit. Bon, ça c'est pas que ça marche pas, c'est que ça permet de faire des économies, mais c'est pas ce qu'il y a de plus significatif, pour être très, très honnête, parce que passer au LED est bien plus efficace, hein, parce qu'on a aussi besoin de maintenir un niveau d'éclairage dans la ville. Bref. En un an, on a réussi avec un ensemble de mesures, avec un plan sobriété d'ailleurs qu'on avait réalisé avec tous les groupes politiques, y compris de l'opposition au conseil municipal, on a réussi à économiser 15% sur notre facture énergétique. 15%, là je parle de la consommation d'énergie. Mmh. Hein, oui. Et dans un contexte où le prix de l'énergie avait considérablement augmenté, là il tend à se stabiliser, mais avait considérablement augmenté, c'était essentiel de réaliser bien évidemment ces économies d'énergie. Donc 15%, c'était l'objectif qu'avait fixé le président de la République en 2 ans. On l'a réalisé en 1 an. Donc vous voyez, avec du volontarisme, eh bien, on arrive à avancer très rapidement. Sur le volet émissions de CO2, qui est aussi fondamental, puisque vous l'avez rappelé, j'ai fixé comme objectif à la ville d'atteindre la neutralité carbone en 2030. C'est tenable, c'est possible. Alors, je vais vous dire, c'est un objectif que j'ai fixé en tant que maire, mais pas seul. Oui. Nous avons inscrit la ville de Lyon dans un programme de la Commission européenne, de l'Union européenne, qui s'appelle 100 villes climatiquement neutres et intelligentes pour 2030, dont donc Lyon, comme Barcelone, comme Milan, comme Berlin, comme Copenhague, comme Amsterdam, eh bien, fait partie de ce groupe de villes, de 100 villes, qui se sont données comme objectif d'atteindre la neutralité carbone pour 2030. Alors, on n'est pas seul à la ville engagée dans ce challenge.
bien sûr qu'il faut que la ville fasse de nombreux efforts. Et on a déjà, nous, ville de Lyon, réduit de 16% nos émissions de gaz à effet de serre depuis le début de la mandature. Donc, vous voyez, là encore, avec du volontarisme, on avance. Mais la ville de Lyon, en tant qu'entité, en tant que collectivité locale, n'est responsable que de 5% de ses émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. Moi, c'est les 95% restants aussi qui m'intéressent. C'est pour ça qu'on a créé une agora, un ensemble, un groupe d'acteurs, de parties prenantes, où vous avez des entreprises du bâtiment, des travaux publics, de la banque, des services, du commerce, des entreprises privées, mais aussi des entreprises publiques, je pense à la Poste ou la SNCF, mais aussi le milieu académique, qui fait aussi la richesse de notre écosystème lyonnais. Je pense bien évidemment à l'ENS, à Centrale, à l'INSA, mais aussi à Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Sciences Po, le M Lyon, etc. Tous ces acteurs du monde académique sont aussi embarqués dans ce grand projet de décarbonation d'ici à 2030. Et chacun, au travers d'un contrat qu'il passe avec la ville, s'engage sur une démarche qui cible la décarbonation d'ici 2030. Vous voyez, on ne fait pas ça seul parce que ce grand défi de la décarbonation, qui de toute façon est devant nous, la question c'est celle de l'échéance. Est-ce qu'on attend 2050 en prenant le risque que ça soit trop tard? En tout cas, c'est ce que nous disent aujourd'hui les scientifiques. Ou est-ce que, eh bien, on se retrousse les manches, on se met tous ensemble, on est dans la coopération, on est dans la coordination, on est dans le collectif dont on parlait tout à l'heure, et de ce fait, eh bien, quand on est tous ensemble à relever un défi, on se donne toutes les chances de pouvoir le relever. Alors aujourd'hui, c'est à peu près 70 acteurs, entreprises, universités, grandes écoles, associations. On a même des institutions culturelles qui sont engagées dans ce grand défi qu'on a appelé Lyon 2030. Mais bien évidemment, j'appelle toutes celles et tous ceux, les entreprises, les associations qui seraient pas encore, enfin les institutions qui seraient pas encore avec nous, à nous rejoindre. Parce que relever le défi de la décarbonation, c'est un défi extrêmement enthousiasmant, mais qu'on relèvera d'autant plus, j'allais dire, facilement, que l'on s'y mettra tous ensemble. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous propose de passer maintenant à la prochaine séquence. Justement, on va entrer dans le concret pour voir justement au quotidien quelles sont les parties prenantes finalement de cette fabrique de la ville, avec comme clé de voûte l'habitat, qui est finalement le marqueur social central des Français, vous le savez. C'est notre séquence Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat, les notaires de France. C'est dans quelques instants, nous recevrons maître Christine Bellon-Besse pour nous parler justement des prix ici à Lyon. C'est dans quelques instants. Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat. Eh bien, de retour sur le plateau, merci en tout cas de nous suivre. Voilà, en ce début d'année 2024, nous sommes ici dans un écran formidable, toujours accueilli avec beaucoup de plaisir par l'hôte de ces lieux. Il est avec nous, c'est Grégory Doucet, le maire de Lyon. Merci Grégory Doucet de nous accueillir. C'est vraiment un enjeu magique ici, un écran architectural. On est très heureux d'être ici et nous recevons Olivier Marin, les notaires à Lyon. Alors oui, comme chaque mois, Sylvain, effectivement, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir maître Christine Bellon-Besse. Bonjour. Bonjour monsieur le maire, bonjour à tous. Vous êtes notaire à Lyon, vice-présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon. Et avec vous, donc, on va faire un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix et des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Alors, juste quelques chiffres clés pour démarrer. 4 980, comme 4 980 €, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Lyon. Alors, c'est une baisse de prix, on est à moins de 2,6 sur un an, mais à relativiser, puisqu'on a eu 30% de hausse de prix depuis 5 ans. 456 000, c'est le prix médian d'une maison ancienne à l'échelle de Lyon. Et puis, on le voit dans beaucoup de villes, l'attentisme, une baisse des transactions. Quel constat faites-vous, maître? Alors, effectivement, on peut dire que Lyon est effectivement très impacté par cette crise immobilière que nous sommes en train de vivre. Mais je dirais aussi que Lyon est victime de son succès. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure et on l'a vu notamment dans le reportage, Lyon est une ville attractive. Nous, dans nos études, on a pu recevoir beaucoup d'acquéreurs qui venaient d'autres régions, qui venaient de Paris notamment, ou des expatriés en rentrant en France qui avaient choisi Lyon. Donc je pense que Lyon est victime de son succès et restera quand même une valeur sûre et restera attractive. Pour autant, effectivement, on le sait tous,
on est malheureusement engagé dans cette crise immobilière, avec un parcours résidentiel qui reste compliqué. Alors, nous sommes un petit peu les professionnels, le conseil du quotidien des gens qui souhaitent acheter. Il faut redire encore, on l'a déjà dit, que les Français sont extrêmement attachés à la résidence, à la propriété privée et à la propriété privée de leur résidence principale. Une enquête, encore il y a peu de temps, du Crédit Foncier disait nous délivrer que 7 Français sur 10 souhaitent encore être propriétaires. Donc on est quand même dans cette France des propriétaires. Et nous, effectivement, on est là pour venir les accompagner. Alors pour des chiffres, évidemment, les chiffres que je peux vous donner, c'est que sur Lyon, on a une baisse des prix que l'on note, que tout le monde note, d'à peu près 5%. Sur l'année. Donc la baisse, elle est présente, mais elle est... Là, c'est à l'échelle de la métropole ou à l'échelle de la ville? De la ville de Lyon. De la ville de Lyon. Et évidemment, je parle de l'ancien, je ne parle pas du neuf. Sur l'ancien, alors l'ancien, qu'est-ce que c'est? Ce sont les appartements anciens, les maisons anciennes. Alors sur Lyon, évidemment, on est plus... 5% sur une année. Oui, 5% sur une année. Donc cette baisse, elle existe, mais on ne peut pas dire qu'elle soit extrêmement significative. En revanche, ce qui est extrêmement significatif, c'est la baisse des volumes. La baisse des volumes, on est entre 15 et 20% sur l'ancien. Donc ça, effectivement, on peut dire que ça se vend beaucoup moins. Ça se vend beaucoup moins. Alors, pour les professionnels de l'immobilier que nous sommes, nous savons pertinemment que la baisse des volumes est toujours préalable à la baisse des prix. Pour l'instant, on est face à un attentisme, on l'a vu, on reparle du parcours résidentiel. Beaucoup de ménages n'ont pas décidé de ne pas acheter, mais ils ne peuvent pas acheter, notamment les primo-accédants. L'accès au crédit, on l'a dit, est difficile. Les banques ne financent pas comme nos clients le souhaiteraient. Donc, effectivement, là-dessus, on essaie de les conseiller au maximum. Et si je peux leur donner un conseil, c'est aller voir votre notaire pour qu'il réfléchisse avec vous sur les moyens à mettre en œuvre pour arriver un petit peu à donner des clés. L'émission s'appelle « Les clés de la ville », donner des clés pour essayer d'endiguer un petit peu ces phénomènes, même s'ils sont effectivement présents. On a un certain plateau, les prix à un plateau, que peut-être qu'avec l'attente, finalement, les vendeurs vont commencer à faire encore plus baisser les prix. Est-ce que vous avez une hypothèse de baisse des prix sur l'année 2024? Alors, une hypothèse, ce qu'on a pu entendre, et puis les experts, ce qu'ils peuvent projeter, parce que c'est qu'il faudrait une baisse assez significative aux alentours de 15% des prix pour qu'on puisse dire, qu'on puisse compenser un petit peu la hausse des taux et venir et permettre aux acquéreurs de se relancer dans un projet résidentiel. Ça serait une bonne nouvelle pour les primo-accédants, mais aussi pour les acquéreurs. Et puis on pourrait se loger plus facilement à Lyon, puisqu'aujourd'hui c'est quand même très compliqué. Absolument. Très compliqué. Dernière question, sur les quartiers émergents à Lyon, quelles sont les zones sur lesquelles il serait intéressant d'investir, puisque on a besoin des petits investisseurs pour l'immobilier ancien qui mettent leurs produits sur le marché locatif privé? Alors, il existe des quartiers qui sont, dont les prix ne baissent pas, notamment, je pense au quartier de Gerland. Les prix continuent, alors très timidement, à monter, bien évidemment, et je crois que les baisses vont s'amorcer aussi, mais ça fait partie d'un des quartiers qui, effectivement, continue de se maintenir. On a les États-Unis, des choses comme ça. Quand on regarde les statistiques de quartier, c'est des choses que l'on peut relever. Oui, une dernière question. Oui, alors justement, en cette période d'incertitude, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier, Maître? Alors, on a parlé de rénovation énergétique. Je pense qu'effectivement, c'est au centre des préoccupations. Moi, j'invite tous les propriétaires à être attentifs à cette question. Même s'ils ne sont pas dans un projet de vente, il me paraît important de savoir quelle est la performance énergétique. Parce qu'au-delà du sujet politique, évidemment, on est là, on va essayer du mieux qu'on peut de sauver notre planète, mais aussi on va faire baisser nos charges. Et ça, c'est une vraie question des ménages en ce moment. Donc,
posez-vous la question. Alors, on a des outils, hein, on a le diagnostic de performance énergétique, bien entendu, qui est obligatoire dans une vente, mais pourquoi pas se poser des questions sur ce qu'on peut mettre en œuvre. Et là, on a quand même la chance, ce qu'on peut conseiller aux concitoyens, c'est de se tourner vers des associations comme l'ALEC, l'ANA, de se renseigner sur toutes les aides qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la performance énergétique. Ça, c'est le volet rénovation énergétique. Évidemment, en tant que notaire, moi, ce que je peux vous dire, c'est que il faut aussi penser patrimoine, c'est-à-dire que quand on est une personne âgée, on a des enfants qui ont des projets, des enfants qui sont étudiants, on a besoin de les aider. Pensez à aller voir votre notaire, pensez aux dons familiaux, aux prêts familiaux, ça sont des vrais leviers aussi pour pouvoir donner un petit coup de pouce à nos jeunes pour se lancer dans cette aventure de propriétaire. Merci beaucoup. Applaudissements pour Maître Christine Bellon-Besse, notaire à Lyon. Et on va enchaîner tout de suite. Restez avec nous, maître. Restez avec nous. On va enchaîner tout de suite avec la prochaine séquence avec nos amis de Nexity, où nous allons parler de logement neuf notamment. Quelques minutes, juste avant que le maire nous quitte, puisque vous avez un rendez-vous, vous avez un agenda. J'allais dire du ministre. Non, juste de maire. Un agenda de maire, justement, pour voilà. Et je tenais à ce que vous assistiez à cette justement enregistrement pour les clés de la ville avec le neuf. On va recevoir dans quelques instants Frédéric Marchal. À tout de suite. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. La vie ensemble, c'est la prochaine séquence. Merci d'être avec nous. On est toujours ici pour les clés de la ville à Lyon. Le maire nous a quittés, puisqu'il a un agenda de maire précisément. Il nous a fait le plaisir de passer un bon moment avec nous. Et de toute façon, bien évidemment, on partage toutes ces émissions avec les équipes. Et on est d'ailleurs ravis d'être ici. Et on tient d'ailleurs, au nom de la rédaction, à remercier l'ensemble des équipes de les clés de la ville. Merci Frédéric Marchal de nous rejoindre sur le plateau. Merci à vous. Bonjour. Frédéric Marchal, vous êtes directeur général adjoint Rhône-Alpes, Bourgogne-Auvergne, Alpes-Est pour le pôle résidentiel immobilier de Nexity. C'est l'occasion de faire le point et de prendre le pouls du marché de l'activité des projets du neuf à l'échelle de Lyon et de sa métropole. Est-ce qu'on peut dire de Grégory Doucet, le maire de Lyon, qu'il est un maire bâtisseur? Alors, monsieur le maire de Lyon a une ambition pour sa ville. Et il nous a fait savoir très tôt, quand il est arrivé à Lyon en 2020, que sa première préoccupation, c'était la qualité de ville pour les gens qui étaient déjà là. Et du coup, il a développé toute une politique urbaine visant à faciliter les modes doux, limiter la circulation automobile, travailler à la pollution et à la qualité de l'air. Et sur l'insertion urbaine, il est très sensible avec ses équipes à tout ce qui est la qualité d'insertion des projets, de manière à ce que jamais un programme neuf ne soit une violence pour le quartier. Il est à chaque fois extrêmement attentif à ce qu'on insère nos programmes avec sensibilité dans les quartiers. Et donc, quand on compose tout cela, ça ne permet pas, franchement, de pouvoir être très offensif sur la production de logements, même s'il soutient les productions de logements avec un véritable encouragement transmise à ses équipes de faciliter la délivrance des permis de construire lorsque les programmes proposés répondent aux critères qu'il s'est fixés. C'est très clair. On l'a vu quand le maire a été élu à la tête de la municipalité. On ne peut pas dire que les promoteurs immobiliers aient vu cette élection de façon très enthousiaste. Parce qu'effectivement, on a tous imaginé que les projets, les autorisations d'urbanisme, les permis de construire, allaient s'en sentir impactés. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'on voit effectivement qu'il y a des projets choisis, certes avec plus de frugalité, plus de sobriété. Je voudrais qu'on parle de la présence de la filiale à Lyon historiquement, parce qu'on peut le dire que cette filiale a bâti une bonne partie aussi de la ville depuis plus de 30 ans, et notamment la participation depuis plus d'1 an à la Convention des entreprises pour le climat. Absolument. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, bien volontiers. Donc effectivement, Nexity existe à Lyon depuis avril 1992. Il s'appelait à l'époque Nexity Georges V. Et nous avons construit depuis 30 ans à peu près 5000 logements dans Lyon intramuros.
Et donc, nous avons contribué à notre mesure au renouvellement de la ville. Et nous sommes heureux de nous projeter vers l'avenir sur le développement de la ville de Lyon, notamment avec un programme dont on parlera sans doute, c'est le programme que nous réalisons actuellement sur Lyon Confluence. À propos de la Convention des entreprises pour le climat, avec Mathieu Blot, qui est avec moi patron de la métropole de Lyon, nous avons rejoint la Convention des entreprises pour le climat en début d'année 2023, justement pour réfléchir ensemble à la manière de construire sobre, construire énergétiquement efficace, en lien avec la politique de la ville, développée par monsieur le maire il y a encore quelques minutes, de la neutralité climatique en 2030. Puisque, vous le savez, la construction génère à elle seule 40% des émissions de gaz à effet de serre, il nous appartenait effectivement de réfléchir à notre mesure sur notre contribution à cet effort que porte la collectivité de Lyon et la métropole, évidemment. On va parler chiffres, parce que les clés de la ville, c'est aussi l'occasion de parler des chiffres. Un marché de la vente au détail qui est en forte décroissance, puisque, bien évidemment, Lyon connaît aussi la crise. Alors, faisons un état un petit peu du marché. J'aimerais avoir, la production de logements qui était aujourd'hui est en décroissance. On le voit, on est arrivé à 5391 réservations au plus haut en 2016, 2556 en 2022, et un prévisionnel de 1652 en 2023. Alors ça, c'est les chiffres métropole. Hein. Oui, c'est vraiment une chute. Hein, l'aire urbaine. Pour la métropole. 940 ventes en bloc en 2022, un prix moyen du neuf à 5371 € hors stationnement en 2022, idem en 2023, et le loyer de se situer environ à 13 € du mètre carré pour l'ensemble de la métropole. Ces chiffres-là, quand on les analyse, ça donne le vertige, mais plutôt dans le sens inverse. Hein. Oui, et c'est bien qu'on s'arrête pour finalement faire un peu d'histoire. On est à Lyon, on recevait le maire de Lyon. Je vais vous partager quelques chiffres sur la ville de Lyon, parce qu'ils sont symptomatique d'une situation qui est ancienne. La ville de Lyon a connu son marché le plus actif en 2016. 2016 a été l'année record de la production de logements vendus aux particuliers, puisqu'il s'est vendu 2000 logements en 2016 à des particuliers. Et à l'époque du CELIE, oui. 2016, 2000 logements. Nous allons terminer l'année 2023, sans doute, autour de 400, 430 logements, donc le quart. C'est-à-dire que, au fond, par rapport au pic historique de 2016, on fait le quart de la production du record historique. Ce record historique, on le prend après 2016 jusqu'à maintenant, avec finalement le constat d'une décroissance régulière de la production. Régulière. 2016, 2000, 2019, 1300, 2021, 2022, 600, 2023, 400. C'est-à-dire qu'au fond, le maire de Lyon n'est pas responsable d'une situation qui aurait commencé hier. Nous sommes à connaître une décroissance des volumes depuis 2016 qui était régulière. Pourquoi ? Parce que les prix ont augmenté sur Lyon de manière astronomique. Il faut savoir que l'échelle des prix sur les dernières années ont été, entre 2011 et 2021, à une augmentation de plus 40% des prix. Voilà. 2011-2021, plus 40% des prix. Avec deux périodes, 2011-2016, plus 6%, donc une évolution somme toute assez modeste, 2016-2021, plus 34%. Et donc, évidemment, on peut comprendre qu'il y ait un effet de croisement, finalement, de l'augmentation des prix avec les volumes, parce que plus les prix augmentent violemment, plus, évidemment, les clients ont une difficulté à accéder à la propriété. Et donc, la chute des volumes est en lien direct avec l'évolution extrêmement violente des prix. Si nous avions eu cette faculté à tenir des volumes importants sur la ville, c'était parce que l'argent était bon marché. Et oui. Évidemment, c'est la faiblesse des taux d'intérêt qui permettait à nos clients de pouvoir assumer les hausses de prix successives. Taux d'intérêt. À partir du moment où les taux passent de 1 à 4,5, évidemment, le marché s'arrête. Et sont pénalisés à la fois les investisseurs et les occupants. Absolument. Alors,
Oui, vous avez raison, parce que tout à l'heure, on a donné les chiffres de la métropole. Hein. Pour la ville de Lyon, c'est 598 ventes en 2022 au détail. C'est 6 361 € du mètre carré hors stationnement en 2022, versus 5 159 pour l'ancien. Prix moyen de la location, 15,20 € au mètre carré pour un appartement dans le centre de Lyon. À noter que les loyers sont plafonnés à Lyon comme à Villeurbanne. Alors moi, ce que j'aimerais, dans la dernière partie de cette intervention, et merci puisqu'elle est extrêmement claire, Frédéric, c'est, vous savez, chez Nexity, faire la preuve par l'exemple. Et d'ailleurs, vous l'avez toujours fait, puisque vous n'avez pas attendu la RE 2020, la nouvelle réglementation qui est passée du T avec le E, environnemental, donc on est passé du thermique à l'environnemental, c'est l'immeuble avec Confluence, c'est l'immeuble qu'on appelle le 22-26, appelé essentiel. C'est un véritable morceau d'architecture. Décrivez-nous cette opération, puisqu'elle est archétypique véritablement de ce mouvement de frugalité et de sobriété foncière. On vous écoute. Avec plaisir. Je voudrais rappeler en préambule que Nexity est un promoteur engagé bas carbone de longue date. Depuis 5 ans, nous sommes tous les gens lauréats du trophée BBCA, de la construction bas carbone, premier promoteur de France et premier promoteur bas carbone 5 ans consécutifs. C'est à rappeler parce que, comme vous le rappelez, Sylvain, c'est une culture qui fait partie de l'ADN du groupe. Et c'est vrai que ce projet 22-26 à Confluence a été pour nous une magnifique opportunité de traduire une intention nouvelle sur la sobriété énergétique. De quoi s'agit-il? Nous avons été lauréats d'une consultation de la SPL Lyon-Confluence en 2021, visant à nous donner la réalisation d'un îlot global qui fait 33 000 m², partagé entre l'enseignement supérieur et du logement. Et dans la feuille de route qui était celle de la SPL Lyon-Confluence, c'était de nous encourager à produire un projet qui puisse être exemplaire au niveau carbone et au niveau consommation énergétique. Sans chauffage et sans clim. Alors, c'est là que nous avons pris contact avec un cabinet autrichien qui s'appelle Baumschlager et Berlet, qui a réalisé en Autriche un bâtiment très singulier qui s'appelle effectivement 22-26. C'est le nom de code que le cabinet d'architectes a donné à ce projet, qui a la particularité de pouvoir, sans équipement de chauffage ni climatisation, assurer l'hiver une température minimum de 22 degrés et l'été une température qui n'excède pas 26 degrés. C'est-à-dire offrir un confort de vie sans équipement de chauffage et sans climatisation. Et nous avons voulu transposer à Lyon cette expérimentation autrichienne. Alors, comment c'est possible? Le principe de ce bâtiment, c'est un bâtiment low technology, un bâtiment qui se fie finalement à sa conception. Sa conception, c'est d'abord la qualité de son orientation pour finalement gérer tout ce que sont les apports solaires, et c'est aussi un bâtiment dont le principe fondateur est une très forte inertie thermique, de manière à ce que, par sa constitution même, il soit capable d'emmagasiner la chaleur et de la stocker l'hiver quand on en a besoin, et de stocker l'air frais l'été, la nuit, des murs plus larges, pour qu'on puisse avoir la diffusion de l'air frais dans la journée. Alors, comment se fabrique cette inertie thermique? C'est finalement des murs extrêmement épais, puisque ce sont 2 murs de briques de 30, et on a des murs de 60 cm d'épaisseur, des très larges couvertures de fenêtres, de manière à avoir finalement une brisure du soleil quand le soleil est vertical, de manière à protéger les appartements l'été, et du triple vitrage pour finalement assurer l'isolation thermique du bâtiment, de manière à ce qu'il se régule tout seul par sa propre inertie. C'est l'ambition de ce bâtiment qui est en cours de construction et qui sera livré fin d'année 2020. Qui est l'exemplaire au niveau, là, déjà on le voit, énergétique, mais aussi en termes de mixité d'usage. Et on est donc sur la Confluence, mixité d'usage. Alors, effectivement, c'était le mot-clé, la mixité d'usage à Confluence, puisque nous étions invités à réaliser des logements libres, des logements sociaux, des logements en accession à prix maîtrisé, et nous avons voulu pousser une expérimentation en bail réel solidaire, puisque nous avions déjà fait une opération dans la métropole en bail réel solidaire, et le projet comportait une 60aine de logements en bail réel solidaire. Je rappelle, c'est un principe de vente qui permet à nos clients d'être propriétaires des murs de leur appartement, et ils sont locataires du sol.
Et quand on s'est interrogé avec Mathieu pour savoir à qui on allait proposer ces bâtiments du 22-26, il nous a semblé naturel de dédier ces appartements à cette population qui finalement est à l'étroit dans son budget familial et pour lesquels l'économie de charge était indispensable. Bien sûr. Et donc nous avons réalisé ce bâtiment 22-26 auprès d'une clientèle de gens qui achètent en bail réel. Donc en fait, vous avez inventé un bâtiment qui redonne du pouvoir d'achat. Absolument. Que, non mais c'est oui. Moi je trouve, non mais je trouve ça remarquable parce que alors bon, le maire a dû nous quitter. C'est dommage qu'il ne soit pas là pour l'entendre, mais que finalement l'industrie privée de la fabrique de la ville est aussi force motrice des transformations des nouveaux de la modèles ville pour inventer des nouveaux modèles. Et alors, parce que alors vous ne vous êtes pas arrêté là parce que je voudrais très rapidement qu'on parle des expériences que vous avez fait, notamment l'expérience de la rue Bataille à Lyon, avec des interfaces en béton bas carbone, parce qu'il existe plus de 250 formules de béton bas carbone. Vous avez aussi du béton en béton bois sur le programme ARTI. C'est ARTI ou Arly ? ARTI, Lyon 3e. ARTI, avenue Félix Faure à Lyon, pourtant je devrais connaître ça, avenue Félix Faure à Lyon, ainsi que effectivement l'innovation que vous avez, puisque vous avez été les premiers à développer du BRS, du bail réel et solidaire, dans lequel on dissocie le foncier du bâti. Dites-nous juste, voilà, pour conclure, pourquoi c'est important de se mettre non pas sur j'allais dire une classe d'actifs prédominante, mais des matériaux à la fois hybrides. On a l'impression chez Nexity que vous phosphorez en permanence pour trouver les meilleurs moyens optimisés en fonction effectivement des défis auxquels vous faites face tous les jours. Alors, cher Sylvain, vous vous souvenez certainement de ce qu'est la parole de Véronique Bédag sur la stratégie du groupe. Oui. La stratégie du groupe, c'est la ville durable et la ville abordable. Il nous faut construire sérieusement pour des produits de qualité accessibles à tous. Et on essaye de rendre possible cette double ambition d'être durable et abordable. Et c'est comme ça qu'on se lance dès qu'on peut et à chaque fois dans des expérimentations qui nous permettent de faire notre courbe d'apprentissage. On s'est lancé très vite sur le BRS et on a fait en métropole de Lyon la première opération BRS de Nexity, ici à Lyon. On a fait la première opération tout en béton bas carbone à Lyon 8e, première opération bas carbone, béton bas carbone de Nexity. On fait du béton de bois, première expérimentation de Nexity en béton de bois, etc. On essaie de trouver partout l'opportunité d'être finalement précurseur pour apprendre à construire différemment. Parce que nous sommes dans un changement de modèle. Il faut qu'on révise complètement notre mode de construire. Il nous faut absolument aller de manière résolue vers la préfabrication, la construction hors site. C'est indispensable. Donc, c'est tous les travaux que nous avons en cours qui seront seuls capables de nous permettre de répondre au double objectif d'être ville durable, ville abordable. Merci beaucoup, Frédéric Marchal. Applaudissements pour Frédéric Marchal, directeur général adjoint Rhône-Alpes, Bourgogne-Auvergne, Alpes-Est pour le pôle résidentiel du groupe Nexity. Dans quelques instants, dernière séquence pour notre émission des clés de la ville à Lyon. On va parler du chantier du siècle, c'est de la rénovation énergétique, avec la séquence Bien mieux, animée par nos amis d'Elio. C'est dans quelques instants. À tout de suite. Les clés de la ville, Bien mieux, avec Elio. Et voilà, de retour sur les clés de la ville. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Je rappelle que l'émission, vous l'avez récupérée sur l'application de Radio Imo, les plateformes d'écoute qui vont bien, mais aussi sur la plateforme du Figaro. Ça sera diffusé. Et rappelez-vous, le 13, dans 2 jours, vous avez un sorti papier, une petite synthèse qui est rédigée par Olivier Marin. On va parler de rénovation énergétique avec vous, Laurence Maoudot. Vous êtes responsable des marchés publics chez Elio. Bonjour. Bonjour. Olivier Marin. Alors, la séquence, oui, effectivement, bien mieux avec notre partenaire Elio pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, la rénovation énergétique. Alors, Laurence Maoudot, vous êtes responsable des marchés publics chez Elio Habitat Collectif. Vous allez nous donner l'état des lieux, notamment des logements à Lyon, comment on peut rénover, des conseils pratiques. Quelques mots d'abord en introduction sur Elio pour rappeler le rôle d'Elio. Alors, Elio, c'est un groupe indépendant qui est spécialisé dans la rénovation énergétique. Nous existons depuis 15 ans et nous accompagnons nos clients depuis les particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement, que ce soit une maison ou un appartement, mais aussi en copropriété. Nous accompagnons également les bailleurs sociaux dans le logement social,
mais aussi les industriels, le tertiaire, l'agriculture et le transport pour tout ce qui est projet de rénovation énergétique du bâti ou du process. Alors, c'est une période où plus que jamais on a besoin de confiance, on a besoin de transparence, on a besoin d'accompagnement. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis le 1er janvier 2024, notamment si on doit se projeter dans tout ce qui est rénovation énergétique au niveau des textes réglementaires? Quoi de nouveau? Alors, Madame le notaire en parlait tout à l'heure, c'est vrai que l'accent sur cette année 2024 va être réellement mis sur la rénovation d'ampleur des logements individuels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les ménages vont pouvoir avoir une démarche simplifiée et accompagnée. Simplifiée, pourquoi? Parce que désormais, c'est l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, qui va réunir toutes les aides, que ce soit MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie. Donc pour les particuliers, ce sera beaucoup plus simple. Ils auront également un accompagnateur de confiance, un tiers de confiance qu'on appelle Mon Accompagnateur Rénov'. Et donc l'objectif du gouvernement aujourd'hui, c'est vraiment d'accélérer et d'intensifier toute cette rénovation énergétique des particuliers. Il faut savoir qu'en 2023, par exemple, il a été rénové 60 000 logements de manière globale, et qu'en 2024, le gouvernement fixe comme objectif de rénover au moins 200 000 logements individuels, pour atteindre un objectif de 900 000 logements en 2030. C'est 50 milliards d'euros. Voilà, donc il y a beaucoup de budget, il y a beaucoup d'accompagnement, et c'est pour vraiment simplifier et massifier cette rénovation énergétique. Et ce qui change cette année, on est beaucoup plus sur la rénovation globale plutôt que les éco-gestes. Oui. C'est un vrai changement, ça. Exactement. Parce qu'on était dans le monogeste, maintenant on est plutôt dans le geste global. C'est un changement de politique. Hein, quand même. Alors les aides sont justement aussi mises sur cette dimension de la rénovation globale pour que les gens soient aussi confiants, que ce soit plus simple. Oui. Les aides ont été augmentées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un propriétaire bailleur ou un propriétaire occupant, que ce soit pour sa maison ou pour son appartement, du reste, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, par exemple, a créé pour 2024 une fiche rénovation d'ampleur d'un appartement, pour que le propriétaire puisse aussi rénover son appartement. L'évolution de MaPrimeRénov'. Exactement. Alors, MaPrimeRénov' va donc aujourd'hui s'exprimer plutôt en saut d'étiquette, c'est-à-dire que plus la rénovation du logement va améliorer l'étiquette énergétique, et bien sûr, plus le projet sera aidé financièrement. Sur MaPrimeRénov', on peut monter jusqu'à, si on fait un saut par exemple de 4 étiquettes, si je passe de E à B par exemple sur le référentiel des étiquettes, eh bien on peut monter jusqu'à une aide de 60 000 € pour un logement, ce qui est quand même très important. Alors on va rentrer concrètement maintenant d'abord à Lyon. Quel est l'état du parc de logement à Lyon? Est-ce que Lyon est un bon élève? Alors, Lyon est dans la moyenne de la France, je dirais, pour ne pas trop prendre de risques, mais on s'aperçoit que sur Lyon, on a quand même une majorité d'occupants locataires, c'est-à-dire que la question des propriétaires bailleurs qui louent leur logement avec un logement qui n'est pas forcément, qui est une passoire thermique, devront mettre en œuvre un plan d'action pour rénover leur logement, donc beaucoup de locataires, 33% de propriétaires, et sur les étiquettes énergétiques, alors on a beaucoup d'appartements aussi à Lyon, hein, 95% d'appartements. Sur l'étiquette énergétique, on est dans la moyenne française puisque 35% des logements sont sur les étiquettes E, F et G. Donc il y a du travail, là, il y a vraiment mais globalement c'est dans la moyenne française. C'est très symptomatique des grandes métropoles qui ont un habitant ancien. Oui, absolument. Que, voilà, donc, on ne se trompe pas dans le chantier. Voilà, exactement. F et G sont vraiment les priorités de ces prochaines années, puisque les logements en G ne pourront plus être loués à partir de... D'ailleurs, on avait fait un dossier, je crois qu'il est dans la salle, le président de la FNIM, Pascal Pancrazio, qui est parti. Il est parti. On a d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Capuano qui était avec nous aussi. Donc c'est vrai que c'est le chantier du siècle, hein, pour être très clair. C'est un chantier de transformation auquel toutes les parties prenantes aujourd'hui sont importantes. Est-ce que vous sentez justement à Lyon que le mouvement est bien engagé ? Alors, on le sent, on peut aborder des exemples, et c'est vrai qu'on accompagne aussi, je parlais du logement privé avec les propriétaires bailleurs et aussi les copropriétés, hein, bien sûr que les copropriétés sont aussi amenées à rénover leurs biens. Vous avez aussi le logement social, où les bailleurs sociaux sont des acteurs très, très dynamiques et très concernés par ce sujet de rénovation énergétique. Ils entretiennent leur patrimoine depuis longtemps.
Et donc, par exemple, aujourd'hui, Elio accompagne un bailleur social sur le département du Rhône qui entame un plan de rénovation sur, par exemple, 250 logements. En général, ce sont de grosses résidences avec beaucoup de logements. Un plan de rénovation avec l'isolation thermique par l'extérieur, remplacer les menuiseries, isoler les terrasses. Ce sont généralement des chantiers qui coûtent plusieurs millions d'euros, bien sûr, mais où les aides sont aussi importantes. Alors, on va voir avec vous 2 cas concrets de rénovation globale à Lyon. Tout d'abord, la première, c'est une copropriété qui passerait de la classe étiquette énergétique de la classe D à la classe C. Voilà, si on prend un exemple d'une copropriété, par exemple... Une vraie copropriété, hein, voilà, je précise. Hein. C'est ça. Je dis aux auditeurs que les exemples que vous prenez sont des exemples réels. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc une copropriété de 1977, par exemple, qui contient 35 logements, qui commence par un audit énergétique, hein, toujours, hein, dans ce process de rénovation globale, il faut commencer par un audit énergétique, et donc qui a comme préconisation d'isoler ses murs par l'extérieur, donc c'est ce qui a été fait, ITE dans notre jargon, qui a réhabilité sa VMC, car on sait que quand on isole par l'extérieur un bâtiment, il faut véritablement rénover aussi la ventilation pour que comment dirais-je, l'isolation ne dégrade pas la ventilation des logements. Donc une réhabilitation de la VMC va en général de pair avec l'isolation, le remplacement des menuiseries, la mise en place de robinets thermostatiques, la mise en place aussi de panneaux photovoltaïques. Tout ça permet d'économiser 45% d'énergie. Et quand on a un montant de travaux, dans cet exemple-là, de 765 000 €, on peut avoir des aides, certificat d'économie d'énergie et ma prime rénov cumulée de 278 000 €. Alors, c'est vrai qu'il reste 487 000 € de reste à charge, mais ça fait quand même pratiquement un tiers d'aide pour inciter les gens à véritablement prendre à bras-le-corps ce sujet de la rénovation. Voilà. Très bien, on sort de la copropriété. Deuxième exemple, alors là, c'est une maison individuelle. Voilà, la maison individuelle. Passer de la lettre F à la lettre B. B, ah oui, carrément. Alors, donc, la lettre B, pour passer de F à B, on est vraiment là dans un saut de 3 étiquettes qui va devenir un peu l'unité de valeur à partir de 2024. Soit sauter 2 étiquettes, 3 étiquettes, 4 étiquettes. Donc là, on est déjà dans un cas de vraiment une belle rénovation énergétique, où le montant des travaux qui comprend donc l'isolation des murs par l'extérieur, qui est toujours un geste très efficace évidemment pour économiser de l'énergie, installer une pompe à chaleur, isoler une toiture, l'isolation de installation d'une ventilation, le changement des fenêtres. Le montant des travaux, c'est 70 000 € TTC, et le montant des aides, ma prime rénov et certificat d'économie d'énergie cumulé, 60 000 €. Donc c'est quand même des aides très importante. Il faut vraiment que les gens soient confiants sur le fait qu'ils sont soutenus et aidés financièrement aussi. Alors, reste à charge 10 000 € pour ces propriétaires-là. Bien sûr, il faut quand même les sortir, c'est une somme, mais il existe aussi des solutions de financement, de prêts à taux zéro qui peuvent aider aussi pour étaler un peu les dépenses dans le temps. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Infiniment. Applaudissements pour vous. Merci. Laurence Maoudot, avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous étions ravis de partager ce moment avec vous. Je rappelle que cette émission, bien sûr, vous la réécoutez en podcast sur l'application de Radio Imo, mais aussi sur toutes les autres applications d'écoute, hein, Deezer, Spotify, par exemple, pour les plus grandes d'entre elles, ainsi que le dossier papier, Olivier, du Figaro, qui paraîtra le 13 janvier. Remerciements aux équipes de la mairie, Joachim, et au service presse qui nous a beaucoup aidé. Un grand merci à notre producteur Grégoire Daricot, voilà, qui ne cessera jamais de nous épater, avec le clin d'œil d'ailleurs au général Daricot qui nous a permis aussi d'être ici. Vous ferez le lien entre les deux. Merci également à Alexandre Burkhardt, notre directeur artistique, pour la réalisation du reportage. Baptiste, qui est à la manœuvre, que l'on ne voit pas, mais sans lui, tout simplement, on n'aurait pas pu tourner, ainsi que Lorenzo, le magnifique, qui nous a installé notre plateau. Et merci également aux équipes Figaro Immobilier. Également, j'allais le dire. Merci. Si on me laisse terminer, je vais peut-être y arriver. Oui, quand même. Merci également aux équipes du Figaro Immobilier. Merci à Olivier Marin. Merci Sylvain. Voilà, merci à Maya, merci à Mélanie, merci à toutes les équipes. Ils sont d'ailleurs là dans le public. Cette émission existe parce que nous allons au contact des maires et des villes de France, mais pas que les grandes villes, mais aussi les petites villes. Et dans quelques jours, Olivier, on va se retrouver
le 17 janvier, où une étape à Limoges. Voilà, à Limoges. Avec le maire de Limoges. Voilà, pas loin du Périgord. On va essayer effectivement de repérer peut-être quelques bonnes adresses, parce que s'il y a une chose qu'on aime bien avec Olivier, c'est de trouver quelques bonnes adresses. Hier soir, on a été plutôt gâtés. Voilà, merci encore une fois de nous accueillir ici à l'Hôtel de Ville de Lyon pour ces clés de la ville. Un moment particulier en ce qui me concerne, bien évidemment, puisque je suis très heureux et très fier d'ailleurs d'être lyonnais. À toutes et à tous. Merci, au mois prochain, et d'ici là, prenez soin de vous. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.